Alors, Aimé Césaire. Aimé Césaire, dans mon souvenir, c'était plutôt un banger. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Brave, je voulais pas demander à Brave. Aimé Césaire, extrait. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, Aimé Césaire? Bon, déjà, il y a son Wikipédia en premier, parce que, bah, forcément, c'est un peu le GOAT en termes de vie. Aimé Césaire est un retour en pays natal. Poète de la négritude, ok. Est-ce que c'était qu'un poète? Il me semblait que il avait aussi fait un peu des manifestes et des trucs comme ça, mais je confonds peut-être avec. Alors, c'est ça. Dans ma tête, il était grave engagé. Après, je suppose que c'était logique. Cahier d'un retour au pays natal, mais il a fait que ça. Un peu triste. Oh. Alors, ouais, on a un peu de contexte, c'est sympa. De retour en Martinique après ses études, Aimé Césaire écrit le cahier d'un retour au pays natal, long poème tantôt en prose, tantôt en vers libre. Ok, donc là on a un extrait. Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ils savent en ses moindres recoins le pays de souffrance, ceux qui n'ont connu de voyage et de déracinement, ceux qui se sont assouplis aux agenouillements, ceux qu'on domestica et christianisa, ceux qu'on inocula d'abattre tardissement, tam-tam de main vide, tam-tam inane, de plaies sonores, tam-tam burlesque de trahison tabide. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Eya pour la Keil Cédera royale. Eya pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. Mais ils s'abandonnent, saisis à l'essence de toute chose, ignorant des surfaces, mais saisis par le mouvement de toute chose, insoucieux de dompter mais jouant le jeu du monde. Véritablement les fils aînés du monde, pour eux à tous les souffles du monde. Air fraternel de tous les souffles du monde. Lysandrin de toutes les eaux du monde. Étincelle du feu sacré du monde. Chair de la peau du monde, palpitant du mouvement même du monde. Ça en fait du monde. Ok, déjà ça sonne bien. Bon après, comme je l'ai déjà dit, la poésie et moi, voilà, c'est clairement pas le truc qui me parle le plus. Donc du coup, c'est un peu compliqué de donner mon avis en termes de ça. Enfin, en fait, je vais toujours un peu être injuste avec la poésie parce que juste ça me parle moins que d'autres choses, quoi. Mais je trouve que ça sonne bien pour de la poésie. Si ça veut dire quelque chose. Après, la poésie sonne forcément bien, c'est un peu le but. En tout cas, ça me parle, même s'il y a des choses que je ne comprends pas, notamment le Eya, exclamation en grec qui signifie courage, ok, et Kail Cédra, espèce d'arbre d'Afrique occidentale, ok. Ok. Très bien. Bon, en style, ça va. Ça se tient, c'est un peu classe. Alors, maintenant, on vit. D'abord, le résumé. Donc, il est né en Martinique et il est mort en Martinique. C'est déjà pas mal. Enfin, pas qu'il soit mort, mais qu'il n'ait pas été comme 80% des auteurs obligé d'aller à Paris et de vivre sa vie à Paris, car apparemment c'était le seul endroit où vivre à une époque. J'ai juste un petit problème de son. J'ai l'impression que... Ouais, voilà, c'est ça. Que Brave était vraiment bas. C'est bon. Ok. Donc, c'est un écrivain politique français, à la fois député... Ah, mais voilà, dans ma tête, il était vraiment très politisé. À la fois député, maire, poète, dramaturge, essayiste et biographe. Et nous, on n'a que poète. C'est ça qui me saoule. J'aurais bien aimé avoir Aimé Césaire, pièce de théâtre, genre. Pièce de théâtre. Théâtre Aimé Césaire. L'œuvre théâtrale d'Aimé Césaire, ok. Et les chiens se taisaient. Un esclave révolté et révolutionnaire assassine son maître et appelle son peuple au ciel. Ok. Et est-ce qu'on a par exemple
un extrait de Et les chiens se taisaient. Et les chiens se taisaient. Et les chiens se taisaient. Alors, là il y a un extrait. Frappé de verge, exposé aux bêtes, traîné en chemise la corde au cou, arrosé de pétrole, et j'ai attendu en scène Benito l'heure de l'autodafé, et j'ai bu de l'urine, piétiné, trahi, vendu, et j'ai mangé des excréments, et j'ai acquis la force de parler, plus haut que les fleuves, plus fort que les désastres. Mais ça reste très poétique. Ah, mais quel banger cette phrase. Par quel bizarre raisonnement, lorsqu'on proclame la force brutale comme pouvoir légitime, voudrait-on nier l'assassinat comme défense légitime? Ok. Il m'a déjà un peu convaincu. Alors, fondateur et représentant du mouvement littéraire de la négritude. La négritude est un courant littéraire et politique. C'est totalement l'inverse de ce qu'on avait vu la semaine dernière où c'était la beauté de l'art pour l'art, rassemblant des écrivains francophones noirs comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, nanana. Lié notamment à l'anticolonialisme, le mouvement influence par la suite de nombreuses personnes proches du nationalisme noir, s'étendant bien au-delà de l'espace francophone. Et est-ce qu'on a à peu près les dates? C'est... Bon, alors les dates de Aimé Césaire, c'est quoi? 83... non. C'est 1913, donc là ça a l'air d'être à peu près 1930. Ok. Alors... Ok, il faisait partie d'une famille de 7 enfants. Son père était administrateur et gérant d'une habitation. Ça veut dire quoi, une habitation entre parenthèses? Alors... Habitation agricole coloniale. Dans les anciennes colonies françaises aux Antilles, en Guyane, en Louisiane et au Mascareignes, les habitations sont des exploitations agricoles des plantations tenues autrefois par les colons de métropole ou leurs représentants, sur lesquels travaillaient des esclaves. Très bien. Mais est-ce que du coup son père était blanc ou était noir libre? Il est nommé au bureau des impôts comme contrôleur des contributions. Ok. Mais on n'a pas l'info. Fernand Césaire. Peut-être si on tape Fernand Césaire. Ok. On n'a pas l'info. Bah, ça aurait été intéressant de savoir si il y avait certaines personnes noires qui pouvaient être gérantes de plantations ou de choses comme ça, ne serait-ce que pour avoir un peu plus de background. Son grand-père paternel, Fernand Césaire, est le premier Martiniquais à suivre les cours de l'Orval supérieur de Saint-Cloud. Ok. Il fut professeur de lettres au lycée Saint-Pierre et sa grand-mère savait lire et écrire. Ok. Donc déjà, il a l'air de faire partie d'une famille qui fait partie de l'élite de la Martinique. Ok, il arrive à Paris en tant que boursier pour entrer en classe d'Hippocagne au lycée Louis le Grand. Dès le premier jour, il rencontre Ousmane Sosé Diop à la Sorbonne, puis Léopold Sédar Senghor dans les couloirs du lycée avec qui il noue une amitié qui durera plusieurs années. Ok. On a très peu d'infos sur sa vie jeune par rapport aux autres qui avaient grave des fun facts, sachant qu'il est pas si ancien que ça, quoi. Alors, il côtoie d'autres étudiants noirs d'horizons différents, fréquente le salon littéraire de Paulette Nardal, on n'a pas les refs. Il découvre ainsi le mouvement de la Renaissance de Harlem. La Renaissance de Harlem est un mouvement de renouveau et de la culture afro-américaine qui connaît son apogée durant l'entre-deux-guerres. Ok, donc globalement un mouvement créatif afro-américain. Le jeune Aimé Césaire et Léon Gontran-Damas, qu'il connaît depuis la Martinique, découvrent progressivement une part refoulée de leur identité, la composante africaine, victime de l'aliénation culturelle caractérisant les sociétés coloniales de Martinique et de Guyane. Ok. En septembre 1934, Césaire fonde avec d'autres étudiants caribéo-guyanais et africains le journal L'Étudiant Noir. Ah mais c'est le truc qu'on a vu là. Ok, donc effectivement 34.
C'est dans les pages de cette revue qu'apparaît pour la première fois le terme de négritude. Donc c'est effectivement né dans les années 1934-35. C'est un concept qui est forgé en opposition avec le système colonial français, on le comprend, et qui rejette l'assimilation culturelle pour promouvoir l'Afrique et sa culture. Ok, donc une manière de se réapproprier leurs racines, quoi. En 1934-35, il adhère aux jeunesses communistes. C'était l'époque, hein. Construit contre l'idéologie coloniale française de l'époque, le projet de la négritude est plus culturel que politique. Ah, d'accord. Il s'agit, au-delà d'une vision partisane et raciale du monde, d'un humanisme actif et concret à destination de tous les opprimés de la planète. Césaire déclare en effet « Je suis de la race de ceux qu'on opprime ». J'avais déjà lu cette citation quand j'étais en première ou en terminale, je sais pas, elle m'avait marqué et je suis très content de la revoir et de me rappeler maintenant que c'est Césaire. Ok, et il épouse Suzanne Roussy qui sera moins connue mais qui est tout autant engagée. Jeunesse du retour en pays natal. Alors, il a l'école normale supérieure, putain mais quel... Vraiment pour avoir l'école normale supérieure faut être quelqu'un. Surtout quand on vient pas d'une famille qui a déjà eu l'école normale supérieure quoi. Comme il n'a pas les moyens de rentrer en Martinique ou de faire venir sa famille en France, il passe ses vacances d'été en Croatie, où il reconnaîtra dans le nom de la péninsule de Martinska sa Martinique natale. Ce choc produit à lui, confiera-t-il, est à l'origine de son poème en prose qui deviendra le cahier d'un retour au pays natal. Ok, mais est-ce que du coup ça veut dire que Martinska, c'est genre ce qui a un peu donné son nom à la Martinique ou c'est juste un hasard? Ok, donc il étudie en noir, voilà, avec plusieurs autres étudiants noirs. Donc à l'ENS, il prépare la mémoire de plein d'études sur la poésie afro-américaine, ok. Dans sa thèse de doctorat, oui, monsieur fait des doctorats. C'est pas n'importe qui. Sur les sources de l'histoire littéraire antillo-guyanaise, il dresse un inventaire des archives concernant Aimé Césaire. Ah. Marcel Jean-Claude, le Alexandre. Produit la preuve d'un premier retour au pays natal. Quoi? Ok, en fait, c'est la thèse de Jean-Claude Louis Alexandrine, je suppose. Parce que ça peut pas être Aimé Césaire qui fait une thèse sur lui-même, enfin j'espère, sinon c'est un peu bizarre l'ambiance. Ok. Donc ses études terminées, il rentre en Martinique pour enseigner avec son épouse. Ok, donc il est quand même resté attaché à sa terre. Bah, j'ai vu qu'il est mort là-bas, donc en fait logique. Comme professeur de lettres. Ce sera le moment du retour au pays natal. Dissidence culturelle. Laboratoire de la revue Tropique. La situation de la Martiniquaise à la fin des années 1930 et celle du Nil emploie une allétation culturelle profonde, c'est logique. Les élites privilégiant avant tout les références arrivant de France, la métropole coloniale, c'est logique. Enfin, c'est logique. Je veux dire, étant donné comment la politique fonctionnait, je ne veux pas dire que c'est bien. C'est plus, on s'y attendait quoi. Ok. Les rares ouvrages martiniquais de l'époque, c'est genre des trucs exotiques. Le doudouisme est une expression péjorative pour qualifier un mouvement littéraire faisant usage d'une représentation convenue dans la littérature française de la réalité de France d'outre-mer, en particulier des Antilles françaises. Ah, ok, donc en gros le doudouisme c'est genre un truc pour parler des gros racelards. Enfin des gros racelards, pas exactement, des gens qui... Oui, bah, qui sont racistes, effectivement, ça pas de doute, mais qui vont promouvoir une vision fantasmée d'un endroit, quoi. En l'occurrence des Antilles. Ce doudouisme alimente les clichés qui frappent la population martiniquaise. Ouais, donc en gros, si on a eu des sketchs des inconnus 100 ans plus tard, enfin même pas 100 ans plus tard, 50 ans plus tard, c'est en partie grâce au doudouisme. Enfin,
Pas tous les sketchs des inconnus, of course. Hein. C'est en réaction à cette situation que le couple Césaire, épaulé par d'autres intellectuels martiniquais, fonde la revue Tropique en 41 afin de permettre à la Martinique de se recentrer et d'entraîner les Martiniquais à la réflexion sur leur environnement proche. Ok, intéressant. Donc du coup voilà, ils essayent de revenir à leurs racines et de contrer en fait du coup le doudouisme qui vient de la métropole quoi. Alors, la Seconde Guerre mondiale provoque le blocus de la Martinique par les États-Unis, qui ne font pas confiance au régime de collaboration de Vichy. Mais non, comment ça tu fais pas confiance à Vichy? Les conditions de vie sur place se dégradent, le régime instauré par l'amiral Robert, envoyé spécial du gouvernement de Vichy, est répressif. Mais non, le gouvernement de Vichy répressif, qu'est-ce qu'on en apprend? Dans ce contexte, la censure vise directement la revue Tropique qui paraîtra avec difficulté jusqu'en 1943. Putain, ils arrivent quand même à publier jusqu'en 1943, c'est quand même assez impressionnant. Sous l'égide de Vichy. Alors, donc il y a André Breton qui passe aussi en Martinique, et on a vu tout à l'heure que Aimé Césaire, il aimait bien le surréalisme, donc je suppose que ça va faire des étincelles, j'espère, ou alors il va se rendre compte que c'est un connard, mais je crois qu'André Breton, il est assez ok. En 1943, il rédige la préface de l'édition bilingue du cahier d'un retour au pays natal. Ok, donc ils sont bien entendus. Et ça marque le ralliement de Césaire au surréalisme. Ok, ça explique pas mal de choses. Professeur de lettres sous Vichy. Et ben en même temps, il n'avait pas trop le choix. Donc, il participe à une conférence organisée par Paulette Nardal et le club féminin au profit des œuvres de guerre. On demande sa participation au jury d'un concours des paroles du maréchal. Ah oui, il doit genre... Plus ou moins, il est un peu obligé de collaborer, enfin, de répondre aux demandes du pouvoir, quoi. Il s'agit bien sûr du maréchal Philippe Pétain. Tu m'étonnes. Et du coup, Aimé Césaire est un peu circonspect. Tu m'étonnes. Compte tenu de ses prises de position contre le gouvernement de Vichy, au point d'affronter la censure avec son épouse. Ah oui, c'est vraiment bizarre l'ambiance. Et émet des réserves sur son éventuelle participation. L'organe de presse d'obédience catholique La Paix indique, sans en donner le détail, qu'il faisait bel et bien partie du jury. D'accord. Donc finalement, il est en mode, bon, bah, si tu veux. Dans une lettre autobiographique de 1943, il demande réparation de l'injustice qui a été commise à son égard par le gouvernement de Vichy. Il réclame son reclassement en s'appuyant sur un décret faisant valoir que les années de stage, celles qu'il aurait effectuées de 1939 à 1943, comptent pour avancement. Ok. Il était en mode j'ai travaillé pour Vichy, je mérite... j'ai cotisé, je mérite de partir à la retraite plus tôt. En résumé. Congrès de philosophie d'Haïti. Tout ce qui s'est passé là pendant... Enfin non, on est encore dans la guerre. En fait, c'est fou de se dire que pendant la Seconde Guerre mondiale... Enfin, bien sûr, nous, on est giga-centré sur ce qui s'est passé en Europe, sur Terre et tout. Et lui, il continuait à gérer la Seconde Guerre mondiale, Vichy, et en plus à se battre ailleurs. Genre un peu le GOAT. Alors, il s'envole pour Haïti en 1944, où il est convié au congrès des philosophes de Haïti. Sa présence tient à sa réputation déjà acquise auprès des milieux intellectuels haïtiens. Ok, bah on a vu que la négritude, en fait, ça a lancé tout un mouvement de libération noire. Donc je suppose que oui, effectivement, ça a parlé en Haïti. Enfin, de libération de la parole noire, pas genre des révolutions ou des trucs comme ça. Après, peut-être, et juste, je l'ignore. Dans une perspective d'assimilation sclériste, j'ai aucune idée de ce que ce mot veut dire. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure et que je l'ai aussitôt oublié. Ah, d'accord, c'est un mec. Très bien. Et pour ainsi opposer un contre-exemple à l'eugénisme nazi. Très bien. Donc il développe un racialisme évolutif, progressiste, en insistant sur le fruit de la présence française aux Antilles. Ah, il me paraît très important que dans cette réunion où des savants de pays différents vont être mis en contact avec le monde noir, la France montre par un exemple décisif que notre culture est parvenue à produire dans cette race. Attends, mais c'est qui dit ça? C'est Henri Sering
Lui c'était pas trop le GOAT. Et les Tamans, vous avez vu, hein, c'était des noirs, mais on a quand même réussi à les éduquer. Hein. Milton de Peillon, délégué du comité français de libération nationale, renchérit en faisant valoir la dimension exemplaire de la participation du professeur de philosophie Aimé Césaire à ce congrès. Le détachement temporaire de ma résidence de l'homme qui passe pour être le plus éminent produit de notre culture parmi nos concitoyens de race noire peut avoir de profitables conséquences pour le développement de notre influence en Haïti, où elle est battue en brèche par une propagande adverse, habile et tenace. Aux yeux de l'administration française, le déplacement d'Aimé Césaire et de son épouse, Suzanne Roussy, s'apparente à une ambassade dans le but de susciter des sentiments francophiles dans le cœur des élites haïtiennes. Ah ouais, c'est tellement mal ça. En gros, l'idée c'était vu que Aimé Césaire il a réussi dans sa vie entre guillemets et qu'il est noir, on va l'envoyer comme genre le noir qui a réussi en Haïti pour convaincre les Haïtiens de rester français et de leur dire vous avez vu, on est pas mal en France, on a réussi à avoir un mec noir qui est devenu docteur en littérature. En fait c'est terrible et en même temps c'est à peu près dans une moindre mesure mais quand même pas mal, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui quoi. C'est peu importe ce qu'il aura fait de sa vie, on le ramènera toujours à ouais mais c'est pas mal ce qu'il a fait en tant que noir, genre il pourra jamais être apprécié juste pour ce qu'il a fait quoi. Well, pour lui. Après là on parle beaucoup de lui mais on sait pas, enfin c'est beaucoup de textes qui parlent de lui mais c'est rarement lui qui nous parle directement et c'est un peu chiant. J'aimerais bien qu'on ait des discours ou des trucs de sa part. Il est élu maire, il est élu député. Attends, il est élu député de 45 à 93. Ah ouais, mais d'accord. Il cherche à obtenir la départementalisation de la Martinique en 46 parce que c'est la merde économiquement. Donc je pense que l'idée c'est d'être considéré comme un morceau à part entière de la France et non plus comme une colonie et du coup de bénéficier des avantages et des inconvénients d'être la France. Ok. Peu comprise par de nombreux mouvements de gauche en Martinique proche de l'indépendantisme, à contre-courant du mouvement de libération qui survenait déjà en Indochine, en Inde ou au Maghreb, cette mesure vise, selon Césaire, à lutter contre l'emprise béquée sur la politique martiniquaise. Alors, on apprend tellement de choses sur les Antilles aujourd'hui. Aux Antilles françaises, un béquet est un blanc créole descendant des premiers colons. Non... Non mais le résumé il était mieux que l'article. Descendants des premiers colons en majorité esclavagistes. Ce terme issu du créole martiniquais concerne principalement les descendants originaires de Martinique mais aussi de Guadeloupe. D'accord. Et du coup pour lui c'était un moyen de lutter contre les béquets. Donc en fait il s'est dit si jamais la Martinique prend son indépendance, ça va être les béquets qui vont tout diriger donc il faut peut-être mieux qu'on soit la France même et qu'au moins on ait une certaine égalité. Son clientélisme, sa corruption et le conservatisme culturel qui s'y attache. Attends, cette mesure vise selon Césaire à lutter contre l'emprise béquée sur la politique martiniquaise, son clientélisme, sa corruption et le conservatisme structurel qui s'y attache. Donc il s'attache à l'emprise béquée. C'est pas Césaire qui est clientéliste, corrompu et conservateur. C'est selon Césaire, par mesure d'assainissement, de modernisation et pour permettre le développement économique et social de la Martinique que le jeune député prend cette décision. Ok. C'est bizarre de mettre une phrase qui commence par selon Césaire et ensuite dire le jeune député. Mais on a compris l'idée. Il adhère au PCF, mais il n'était pas déjà au PCF en 1930. Bon après je suppose qu'effectivement pendant Vichy le PCF c'était pas insane. Il adhère au Parti communiste français en 1945 pour travailler à la construction d'un système fondé sur le droit à la dignité de tous les hommes sans distinction d'origine, de religion et de couleur. Comme il explique dans la brochure Pourquoi je suis communiste. En fait c'est fou la période de la Seconde Guerre mondiale et juste post-Seconde Guerre mondiale, genre on l'avait vu la semaine dernière aussi avec Camus, à quel point il y avait vraiment cette idée que ça y est on allait pouvoir être... Ça y est, on allait pouvoir être communiste, mais surtout il y allait avoir cette égalité entre les peuples, entre les gens, cette liberté. Genre, en fait, ça devait être vraiment
une sorte d'appel d'air hyper optimiste et tout ça. Je pense que c'est dur de réaliser. Et ça explique pourquoi, quand ça a échoué, il y a pas mal de gens qui se sont retirés. Parce que je pense, tu te remets pas de cette espèce d'espoir que ça y est, on est enfin sur la bonne voie. Et en fait, là, on est en train de repartir dans le fascisme, quoi. C'est coup dur. Ok. Les positions anticolonialistes de Césaire s'accentuent avec le retour des guerres dans les colonies, effectivement. En 1945, des dizaines de milliers d'Algériens sont tués dans les massacres de Sétif, Guelma, Kerata. On a vu ça la semaine dernière avec Camus. La semaine d'avant, on a vu ça la dernière fois. La ville de Haiphong au Vietnam est entièrement détruite par les bombardements de la marine française. Donc oui, effectivement, c'est la merde. La France n'a pas envie de lâcher ses colonies. En 1950, il publie le discours sur le colonialisme où il met en exergue l'étroite parenté qui existe selon lui entre nazisme et colonialisme. Il y écrit, entre autres choses, oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement dans le détail les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de révéler aux traits distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique et qu'au fond c'est qu'il ne pardonne pas Hitler. Ce qu'il ne pardonne pas Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme. Ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation contre l'homme blanc. Et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulisses de l'Inde et les nègres d'Afrique. Ok. Effectivement, ça pique. Et en même temps, clairement une base de vérité. Putain, mais si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, la preuve que ce qu'il raconte est vrai, quoi. En 1951, Césaire participe à l'accueil triomphal du retour en Martinique des 16 de Basse-Pointe. Alors, les 16 de Basse-Pointe, ça se transforme en apprenons l'histoire de la Martinique, quoi. Ce qui est un peu dommage parce ça serait bien de l'apprendre à l'école. Nombre de victimes, 1. L'affaire des 16 de Basse-Pointe est une affaire criminelle française non élucidée qui a duré de 48 à 51. Ça devient le premier procès du colonialisme français aux Antilles. Ok, résumé. Le 6 septembre 1948, dans un contexte tenu de grève sur plusieurs plantations de Basse-Pointe, un administrateur blanc créole est assassiné de 36 coups de coutelas, dont 3 mortels. Après une intense chasse à l'homme de plusieurs semaines, 16 coupeurs de canne sont arrêtés, issus pour la plupart d'anciennes lignées d'esclaves, mais aussi d'origine indienne pour 3 d'entre eux. Ils sont emprisonnés pendant 3 ans en Martinique en attente d'un procès jusqu'à leur transfert en 1951 à Bordeaux, avec l'assurance d'un verdict exemplaire et sans appel. Ils seront finalement tous acquittés faute de preuves. Ok. D'accord. Puis, devant l'impossibilité pour les 16 d'être réembauchés dans les plantations de Basse-Pointe où leurs familles sont mises à l'écart, MSFCR leur propose d'intégrer des services municipaux de Fort-de-France, commune qui l'administre. Quelle goutte. Enfin après, peut-être qu'ils étaient coupables et que voilà, mais après, genre, ils ont été déclarés non coupables, faute de preuves, et c'est... En fait, ça montre à quel point la Martinique était gangrénée par le colonialisme, vu que la seule raison pour laquelle ils trouvaient pas du taf, c'est que globalement ça devait être que des blancs ou des anciens esclavagistes qui avaient le taf à donner. Ce qui est, de ce que je comprends, pas exactement toujours le cas aujourd'hui, mais un peu le cas dans les dom-toms où je vois pas mal de reels passer sur Instagram de genre personnes qui habitent là-bas et qui expliquent que quand ils cherchent du travail un peu qualifié, les entreprises préfèrent venir des gens de métropole que de recruter sur place, quoi. Donc finalement un peu la même chose. Alors, démission du Parti communiste. Oui, globalement on suit à peu près l'avis de tous ceux qui étaient communistes à cette époque. Après la révélation du rapport Khrouchtchev des crimes de Staline, qui l'a plongé dans une abîme de stupeur, de douleur et de honte, Césaire rompt avec le Parti communiste français, dont il dénonce l'ambiguïté face à la déstalinisation. C'est bien lui, au moins il a tenu ses principes, contrairement à pas mal d'autres. D'autre part, il déplore le vote par le PCF des pleins pouvoirs au gouvernement de Guy Mollet, alors que celui-ci conduit une politique des plus répressives au Maghreb. C'est marrant parce que, entre guillemets, plus les personnes sont des cibles d'une injustice dans leur jeunesse et dans leur vie,
moins il se laisse corrompre une fois adulte, genre en mode ah oui, non, mais c'est un mal pour un bien, quoi. Alors, il s'inscrit au parti du regroupement au parti du regroupement africain et des fédéralistes, puis fonde 2 ans plus tard le parti progressiste martiniquais, au sein duquel il va revendiquer l'autonomie de la Martinique. Ok, mais l'autonomie, genre l'indépendance ou juste l'autonomie? Ok, plus de ce que je vois de la définition, ça a l'air d'être pas exactement l'indépendance, mais quand même plus de liberté, quoi. Il siège à l'Assemblée nationale comme non inscrit, puis comme apparenté socialiste. Oh, si vous voyez ce que le socialisme faisait aujourd'hui, enfin le PS, qui ne font pas du socialisme. Le 17 janvier 75, il vote la loi de dépénalisant. Ouf, c'est compliqué les mots de 3 syllabes aujourd'hui. Bref, il autorise l'avortement et il vote pour la loi Veil, ce goût. En 66, il est vice-président du Festival mondial des arts nègres de Dakar. Il estime cependant que le mot négritude risque de devenir une notion de division lorsqu'il n'est pas remis dans son contexte historique des années 30 et 40. Comme beaucoup de choses qui n'est pas remis en contexte. Il reste maire de Fort-de-France jusqu'en 2001. Ok. Oui, il y a un exode rural massif vu que l'industrie sucrière et l'explosion démographique, après ça c'est un peu partout, c'est pas que en Martinique, mais je suppose qu'en Martinique c'est un peu plus tard. Mais du coup, ces quartiers populaires votent pour le PPM, le parti pour la Martinique, le parti progressiste martiniquais. Et la création d'emplois pléthoriques à la mairie de Fort-de-France furent les solutions trouvées pour parer à court terme aux urgences sociales de l'époque. Ok, donc il a vraiment utilisé tout l'argent qu'on lui donnait à la mairie pour essayer d'employer un maximum de gens. Il avait pour volonté de mettre la culture à portée du peuple et de valoriser les artistes du terroir. Tu m'étonnes, et quel goût de le faire. Alors, il met en place les premiers festivals annuels de Fort-de-France. Puis, il met en place une culture permanente, donc un parc floral. Et dans les quartiers, pour la première fois en Martinique, une équipe professionnelle... Attends, une équipe professionnelle doit faire quoi? Doit installer un parc floral? C'est ça? Ok. Je pensais que ça serait un musée, c'est pour ça que j'attendais le nom du musée qui arriverait, mais non. Après, peut-être plus tard. Il crée l'équipe de l'officier de la culture provisoire, ok, donc danse, artisanat, musique, bref, il investit dans la culture. Il reçoit Léopold Sédar Senghor, son ami et président du Sénégal. Non mais comment je pouvais ignorer que Senghor était président du Sénégal? Je me sens tellement con. Son discours du colonialisme fut pour la première fois au programme du baccalauréat littéraire en 1995 avec cahier d'un retour au pays natal. Fun fact, je crois que c'était mon bac blanc de terminale, enfin de première, parce que c'était en première qu'on passait le bac de lettres. Et j'étais en littéraire. Donc, en plus pas si longtemps après, c'était en quoi, 2016? Donc 20 ans plus tard, plus ou moins. Il s'est retiré de la vie politique, mais il reste un personnage incontournable de l'histoire martiniquaise jusqu'à sa mort. Il a toujours été sollicité et influent. On notera sa réaction à la loi française du 23 février 2005 sur les aspects positifs de la colonisation qu'il faudrait évoquer dans les programmes scolaires, loi dont il dénonce la lettre et l'esprit et qui l'amène à refuser de recevoir Nicolas Sarkozy. Ah là là, il ne voulait pas recevoir ce grand... Mais c'est parce qu'il savait pas à l'époque que Nicolas Sarkozy allait faire un livre qui s'appellerait Journal d'un prisonnier pour défendre le droit des prisonniers. Et maintenant, il doit s'en mordre les doigts dans la tombe. En mars 2006, Aimé Césaire revient sur sa décision à la suite de médiation de Patrick Caram. Ce qui est Patrick Caram? Je lui fais pas confiance. Une personnalité française de la défense des droits de l'homme. Mais je sais pas, sa tête me donne pas confiance. Mais il a l'air d'être pourtant assez cool.
Il reçoit le Nicolas Sarkozy puisque l'un des articles les plus controversés de la loi du 23 février 2005 a été abrogé. Ok. Il commente ainsi sa rencontre. C'est un homme nouveau. On sent en lui une force, une volonté des idées. C'est sur cette base-là que nous le jugerons. Mais quelles idées. Quelles idées, hein. Une force, une volonté des idées. Et c'est sur cette base-là que nous le jugerons. Et bah c'est pas cette base-là sur laquelle on l'a jugé lors de son procès et qu'il a été reconnu coupable. Ah là là. C'est... L'affaire Sarkozy, elle me rend fou, mais le fait qu'il ait au moins fait de la prison un peu, et j'ai l'espoir qu'il y retourne bien sûr, ça me met de bonne humeur. À la suite de cette rencontre, Caram obtiendra du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy qu'il agisse pour donner le nom Aimé Césaire à l'aéroport de Martinique. Oh, j'ai eu tellement peur. J'ai cru qu'ils allaient dire qu'en 2007, il avait soutenu Sarkozy et j'étais en mode mais Césaire, c'est quoi ce glissement? Mais non, il soutient Ségolène Royal. Vous nous apportez la confiance et permettez-moi de vous le dire aussi, l'espérance. Et bah ça a bien changé. C'est pas exactement, ça c'est pas hyper bien fini. Alors, rétrospectivement, le cheminement politique d'Aimé Césaire apparaît étrangement contourné en contraste avec la pensée de la négritude qu'il a développée par ailleurs. Tour à tour, assimilationniste, indépendantiste et autonomiste. Sans que l'on sache précisément ce qu'il entendait par là. Ah mais voilà, même lui il savait pas trop ce que ça voulait dire autonomiste. Enfin, il savait pas ce qu'il voulait exactement. Césaire semble avoir été davantage à la remorque des initiatives prises par le gouvernement métropolitain qu'un élément moteur de l'émancipation de son peuple. Wow. Il restera sans doute dans les mémoires comme le nègre fondamental. Ah ouais. Comme l'un des grands poètes de langue française du XXe siècle, mais non comme un chef politique ayant véritablement influencé son époque. Je suis pas tout à fait d'accord. Après, voilà, il y a débat, mais c'est pas parce que il a pas pris les armes et tué quelqu'un qu'il n'a pas été important. Et aussi, genre, comme il le disait, la départementalisation et tout ça. Enfin, en fait, quand on regarde son parcours, ça paraît logique les décisions qu'il a prises au moment T, selon les informations qu'il avait. Genre, c'est un peu facile de juger a posteriori en mode ouais, il était pas indépendantiste, donc du coup, il était pour la métropole. C'est pas exactement ce qu'on a vu, quoi. Ok. Bon, il meurt en 2008, postérité hommage, nombreuses personnalités politiques lui rendent hommage, ok. Est-ce qu'il a été inhumé au Panthéon? Je suis en mode c'est un peu normal, parce que c'était quand même quelqu'un de très important pour la politique et la littérature française, et en même temps, est-ce qu'il aurait pas préféré rester en Martinique, vu que il est mort là-bas, il est né là-bas, il a l'air d'avoir fait sa vie là-bas. Ok. Ok. Bon. Alors, on a son style d'écriture. On sait qu'il est based. Bonus vie rocambolesque, pas incroyable. Enfin, vie intéressante, mais il se passe pas dinguerie, genre à la Balzac ou à la Beaumarchais. Le physique. On y est. Sur la photo qui est là, en tout cas, il est assez mimes. Mais après, c'est un peu le problème des auteurs qui ont vieilli. C'est que il y a des photos de eux vieux et forcément, c'est un peu injuste, quoi, parce que ils sont forcément moins beaux que lors de leur jeunesse. Mais il avait l'air d'être plutôt mimes avec ces petites lunettes là, tellement de l'époque. Non, mais il est ok, hein. Clairement. Mais en fait, c'est terrible parce que j'ai l'impression que jeune, il y avait vraiment un potentiel de fou, mais on a aucune photo qui lui rend hommage. Et son choix de lunettes était un petit peu catastrophique. J'ai cru qu'il faisait un pouce en l'air. Mais non. Ok. Et
pour moi, il va aller dans... son style d'écriture, c'est cool. Il était clairement engagé sur plein de sujets. Il a pas fait un retournement de situation à la Voltaire à base de... Oh, en fait, finalement, les femmes, en a-t-on vraiment besoin? Allez, on va le mettre en set top. Peut-être qu'il remontera devant Rimbaud. Ouais. Après, en style d'écriture, je peux pas le passer devant Hugo. Hugo, c'est tellement un style d'écriture incroyable. Mais je vais le passer devant Rimbaud parce que voilà, j'avoue que c'est pas le poète qui me parle le plus, Rimbaud. Je sais qu'il a sa petite tête mignonne parce qu'il n'y a qu'une photo de lui et qu'il a tout l'aura de fou furieux autour de lui, mais il me parle pas de fou. Et en plus, il a une carrière très très courte, Rimbaud. Du coup, il a pas énormément de textes, alors que Césaire, il a écrit pas mal de choses sur pas mal de sujets. Donc voilà. Ok. Alors, on va passer sur Sartre, je pense. C'est-à-dire que la seule chose que je sais de Sartre, c'est que... Enfin, c'est pas la seule chose, mais physiquement, c'est que, voilà, ses yeux, ils regardaient un peu dans deux directions différentes. Et là, je crois bien que c'est le cas sur cette photo, quoi. Donc on va quand même vérifier par acquis de conscience, mais pour le coup, il est assez facilement identifiable. Tac, tac. Et c'est Marie de Nazareth, le saviez-vous? Non, c'est bien sûr Jean-Paul Sartre. Putain, quoi? C'est... Mais ils arrivent pas à reconnaître Jean-Paul Sartre. Mais attends, mais c'est quoi cette photo? Genre, cette photo n'existe pas ou... Je l'ai juste copiée comme une merde? Ah, voilà. Mais en plus, c'est la photo Wikipédia. Bon, Sartre, il va falloir qu'il se donne en termes de style d'écriture et en termes date-based, parce que, petit spoiler, c'est pas le physique qui va lui faire gagner des points. Mais après, il peut... Le top, c'est un peu hors de sa portée, mais c'est bien. Il peut y arriver. Et c'est jouable. Je tapais dans rien. Jean-Paul Sartre, extrait. Déjà, il a écrit plein de trucs. Donc, un point pour lui. Et ses pièces de théâtre, je les aime particulièrement. Alors que pourtant, c'est pas trop un style qui me parle, le fatalisme et tout ça. Mais c'est souvent assez banger. Waouh, c'est lui jeune. C'est fou. Et bah mais il a l'air d'avoir 14 ans. J'allais dire, jeune pour le physique, ça le sauve un petit peu, mais c'est pas non plus insane. Classement biblio. Comment ça, classement biblio? Genre, il y a... Comment on appelle ça? Il y a un ladder. Alors, tu peux grind. Alors... J'aimerais bien avoir un extrait de théâtre. De théâtre. Pièce de théâtre Jean-Paul Sartre. Genre là. Est-ce qu'on va avoir un extrait? Non. Bon, on va lire des extraits de Les mots pendant qu'il charge. Non mais j'étais en mode, mais pourquoi ça parle autant de théâtre? Mais c'est parce que il y a encore des pièces à lui qui sont jouées. Huis clos. Est-ce qu'on a un extrait? Est-ce qu'on a un extrait? Non. Même pas un petit. Je dois l'avoir après dans ma bibliothèque IRL, mais vas-y, le temps de la retrouver. Au secours. Si je mets les mouches, ça. Est-ce qu'on a, allez, un petit extrait.
Non, c'est juste un résumé pour les élèves qui ont la flemme de lire les bouquins. Franchement, je comprends la flemme de lire les bouquins, mais les mouches, ça se lit en 1 heure, quoi. On va être obligé d'aller sur Babelio encore. Ah là là, la vie qu'on mène. Y'a pas d'extrait? Non. Non. Ah, citation et extrait. Ils ont tous mis le même. Regarde-moi. Je t'ai dit que tu es fait à mon image. Nous faisons tous les deux régner l'ordre. Toi dans Argos, moi dans le monde, et le même secret pèse lourdement dans nos cœurs. Je n'ai pas de secret. Si, le même que moi. Le secret douloureux des dieux et des rois, c'est que les hommes sont libres, ils sont libres-égistes. Tu le sais et ils ne le savent pas. Parbleu, s'ils le savaient, ils mettraient le feu aux 4 coins de mon palais. Voilà 15 ans que je joue la comédie pour leur masquer leur pouvoir. Tu vois bien que nous sommes pareils. Pareils? Par quelle ironie, un dieu se dirait-il mon pareil? Depuis que je règne, tous mes actes et toutes mes paroles visent à composer mon image. Je veux que chacun de mes sujets la porte en lui, et qu'il sente jusque dans la solitude mon regard sévère peser sur ses pensées les plus secrètes. Mais c'est moi qui suis ma première victime. Je ne me vois plus que comme ils me voient. Je me penche vers le plus béant de leur âme, et mon image est là, tout au fond. Elle me répugne et me fascine. Dieu tout-puissant, qui suis-je sinon la peur que les autres ont de moi? C'est pour ça que j'aime bien le théâtre. Le théâtre pour moi c'est la poésie plus plus. C'est la poésie avec des enjeux. Je respecte bien sûr la poésie, mais voilà, je préfère le théâtre. En tout cas, très bien écrit, très bien dit, ça sonne bien. On sent la pression dans les paroles, et en plus ce qui est raconté est grave cool. Je valide. Alors, les mots, ça a l'air d'être un de ses premiers bouquins. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute au milieu des livres. Bon, ça c'est un peu, il raconte sa vie. Mes infortunes ne seraient jamais que des épreuves, que des moyens de faire un livre. Plus absurde est la vie, moins supportable la mort. C'est un peu des citations trop courtes. Allons voir la nausée. La vraie nature du présent se dévoilait. Il était ce qui existe, et tout ce qui n'était pas présent n'existait pas. Le passé n'existait pas, pas du tout, ni dans les choses, ni même dans mes pensées. Très bien. Aucun être nécessaire ne peut expliquer l'existence. La contingence n'est pas un faux semblant, une apparence qu'on peut dissiper. C'est l'absolu, par conséquent, la gratuité parfaite. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville, et moi-même. Gratuit dans le sens, rien n'a de sens. Est-ce qu'on est étonné de ce point de vue de la part de Jean-Paul Sartre? Pas vraiment. Mais en tout cas, c'est bien écrit. Voilà. On n'est pas au niveau de Victor Hugo, mais qui est au niveau de Victor Hugo à part Victor Hugo, j'ai envie de dire. Mais ça se tient quoi. Non mais je voulais ouvrir le Wikipédia. Je ne sais, j'ai l'impression d'être une personne très âgée. Ouais, par contre, si on prend les photos sur la fin de sa vie, ça sera vraiment dramatique. Alors, Jean-Paul Sartre, philosophe, écrivain, journaliste français, né en 1905 dans le 16e arrondissement de Paris, mort en 1980 dans le 14e arrondissement de Paris. Ça va, il n'a pas voyagé loin. Donc c'est un Parisien qui est né dans le 16e, si c'était la même chose qu'aujourd'hui, et je pense que c'était plus ou moins la même chose qu'aujourd'hui, ça doit être une belle famille bourgeoise. Représentant du courant existentialiste, il a marqué la vie intellectuelle et politique de la France de 1945 à la fin des années 70. 1945, donc il avait déjà 40 ans, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Écrivain prolifique, fondateur et directeur de la revue Les Temps modernes, il est connu aussi bien pour son œuvre philosophique et littéraire qu'en raison de ses engagements politiques. D'abord en liaison avec le Parti communiste, puis avec les courants de gauche au sens léniniste du terme, plus particulièrement les maoïstes dans les années 1970. Est-ce que lui aussi a osé, comme Aimé Césaire, dénoncer le stalinisme, ou est-ce qu'il a fait partie des gens qui étaient en mode non mais c'est un mal pour un bien? Intransigeant et fidèle à ses idées, est-ce que c'est ma réponse? Il a toujours rejeté tant les honneurs que toute forme de censure. Il a notamment refusé le prix Nobel de littérature en 64. Ah oui.
exception notable, il a cependant accepté le titre de docteur honoris causa de l'université hébraïque de Jérusalem. Ah, il était juif. En 1976, c'était une question, hein, c'était pas une affirmation. Mais je me dis, ça serait bizarre sinon. En 1976, je sais plus quand est-ce que Israël a été officiellement créé. Il refusa de diriger une série d'émissions télévisées qu'on lui proposait parce qu'on y mettait comme condition la réalisation d'une maquette préalable. Je n'ai plus l'âge de passer des examens, mais quel forceur. Il contribua à la création du journal Libération, allant jusqu'à le vendre lui-même dans les rues pour donner plus de publicité à son lancement. Putain, c'est un des créateurs de Libé. J'aurais jamais pensé. Il a partagé sa vie avec Simone de Beauvoir, ça je savais. Philosophe de l'existentialisme et féministe. Leurs philosophies proches ne peuvent pas être confondues, ok. Il a simultanément vécu une liaison avec Michel Vian, la première épouse de Boris Vian, qui tape notamment ses textes à la machine en vue dans leur parution. Ok, donc il était marié à Beauvoir, mais il avait Michel Vian à côté, quoi. Non. Pour Sartre, sa vie est séparée en deux par la Seconde Guerre mondiale. On distingue deux grandes périodes dans l'œuvre sartrienne. Une approche philosophique théorique axée sur l'ontologie. Oui, il se demande qu'est-ce que c'est l'être. De l'être et de l'union. Puis une période plus pratique d'obédience marxiste, où l'auteur cherche à appliquer sa méthode exposée dans la critique de la raison dialectique. Cette seconde période de son œuvre a fortement influencé les sociologues qualitativistes comme Erving Goffman. Putain, j'apprends tellement de vocabulaire que j'oublie instantanément. Les études qualitatives, donc en gros c'est dans les sciences humaines quand tu récupères des données et qu'ensuite tu les analyses. D'accord. Il laisse une œuvre considérable derrière lui sous forme de romans, d'essais, de pièces de théâtre, ok. Jusqu'à sa mort en 1980, il n'a cessé de défrayer la chronique, il s'investit sur de nombreux sujets, embrassant avec ferveur les causes qui lui ont semblé justes, parfois assimilé à un Voltaire du XXe siècle. Sartre demeure un militant jusqu'au bout de sa vie. Alors, connaissant un peu mieux la vie de Voltaire depuis que j'ai fait son portrait, ça peut être une bonne comme une mauvaise chose d'être un Voltaire du XXe siècle. Parce que Voltaire, il a quand même un peu bien défendu l'esclavagisme, par exemple. Donc on espère pour lui que c'est pas le cas. Alors... Non, ok... Il meurt. Il est né en 1950. On sent que je suis fatigué. Il connaît pas son père qui meurt de la fièvre jaune alors qu'il est encore gosse. Le petit Poulou, comme on l'appelle. J'ai envie de l'appeler Poutou, mais voilà. Il va vivre avec sa mère et ses grands-parents. Il est choyé. Et il devient narcissique. Nice. Son grand-père, professeur agrégé d'allemand à la retraite, qui s'occupe de son instruction. Oui, il vient pas de nulle part, quoi. Il préfère lire que de fricoter les autres enfants. Can relate. Sa mère se remarie avec un ingénieur en génie maritime. Et Sartre déteste son beau-père. Tu m'étonnes. Alors, il restera jusqu'à l'âge de 15 ans, 3 années qui seront pour lui des calvaires. À La Rochelle. Pourquoi ils sont allés à La Rochelle? On n'a pas le contexte, mais sûrement pour le métier du père, enfin du beau-père. Il passe d'un climat familial et heureux à la réalité des lycéens qui lui paraissaient violents et cruels. Où est le mensonge, quoi. Après, j'ai l'impression que les collégiens sont pires, mais des fois j'entends des histoires de primaire et tout ça. Globalement, les enfants sont cruels. Quand j'entends dire les enfants sont innocents, non, ils sont cruels. Ils ont pas appris à être gentils. C'est pas inné d'être gentil. C'est scieuse de son éducation qui pourrait être pervertie par les mauvais garçons du lycée. Eugène Fromentin. De La Rochelle, sa mère décide que son fils restera à Paris. Elle est en mode non, il sera corrompu par les jeunes, comment on appelle ça,
j'allais dire de la campagne, c'est pas exactement ça le mot, de la province. Année d'études 2. À 13 ans, Sartre est inscrit au lycée Montaigne. Il revient à 16 ans au lycée Henri IV, où il avait été élève en 6e et en 5e. Oui, ils ont tous fait de toute façon Henri IV, Louis le Grand, whatever. On rencontre Paul Nizan, avec qui il n'aura une amitié si fusionnelle qu'ils étaient surnommés Nitre et Sarzan. Ils avaient un ship name. Il devient le satire officiel de sa classe. Il excelle en effet dans la facétie et la blague. C'est pas ce qu'on dirait en voyant sa tête, c'est marrant. En voyant ses photos, pas sa tête. Mais il a l'air toujours très sérieux. Ok. Il se fout de la gueule des professeurs de province dans des contes, manifestement. Sartre se fait tout de suite remarquer. Ils sont tous les deux reçus au concours d'école normale supérieure de Paris. Bah bravo à eux. Sartre se fait tout de suite remarquer dans ce que Nizan appelle l'école prétendue normale et dite supérieure. Hahaha, mais qu'est-ce qu'ils sont marrants. Ok. Il joue un sketch antimilitariste dans la revue de l'ENS en 1927. Après lequel Gustave Lanson, directeur de l'école, démissionne. Pourquoi ? Parce qu'il était en mode putain, c'est trop la honte, il y a quelqu'un qui a joué un sketch antimilitariste dans mon école. Ok, la même année, il signe avec ses condisciples la protestation contre la loi sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre qui abroge toute indépendance intellectuelle et toute liberté d'opinion. Pas tiens. Excusez-moi, est-ce que vous avez pas envie de vivre d'un coup dans une dictature ? Non ? Pour aller... Ok. Il a un goût pour la provocation et le combat contre l'autorité. Ouais, ça on a vu. Mais pour l'instant, il est pas très engagé dans des combats en particulier. Il a juste l'air d'être un petit con, mais qui combat pour la liberté, mais plus contre l'autorité que pour la liberté. Il se fait ovationner à chacune de ses arrivées au réfectoire. Putain, mais il était grave populaire. C'est un bout en train, mais un grand travailleur qui dévore plus de 300 livres par an. Mais comment ? Internet n'existait pas. Il n'était pas en train de scroller sur TikTok. Hein. C'est pas cette génération. Au cours de ses 4 années à l'école normale supérieure, Sartre ne paraît pas s'intéresser à la politique. Mais c'est ce que je disais. Spontanément anarchisant, il ne va à aucune manifestation, ne s'enflamme pour aucune cause. À la surprise de ses admirateurs qui s'interrogent sur une possible erreur du jury, Sartre échoue au concours d'agrégation de philosophie. Il dira lui-même avoir fait preuve de trop d'originalité. Ah mais c'est ça, c'est l'agrégation de philosophie. La question c'était qu'est-ce que c'est l'audace ? Il a mis c'est ça, il s'est fait démonter. Il rencontre Simone de Beauvoir alors qu'il travaille pour repasser la grègue. Et cette fois il est reçu premier. Ah oui effectivement. Et Simone de Beauvoir est reçue deuxième. Ah ouais c'est un power couple. Le power couple. Il fait son service militaire. Mais voilà, par exemple, là, il fait pas objecteur de conscience pour ne pas le faire. Il a envie d'être un poste de lecteur au Japon, pays qui l'a toujours intéressé. Oh, c'est le weeb. C'est le weeb originel. Rêve brisé, le pote lui refusait, il l'a envoyé au lycée du Havre. Ah ouais, le mec, il se voyait déjà à Tokyo, à apprendre la langue, le pays et tout, il se retrouve au Havre. C'est peut-être un coup dur, hein. C'est une épreuve qui commence pour Sartre qui craint tellement les vies rangées et a tellement critiqué dans ses écrits la vie ennuyeuse de professeur de province. Il a eu un retour de karma instantané. Aller au Havre, traversée du désert. Il découvre la vie réelle, le travail et la vie quotidienne. Il choque quelque peu les parents et les professeurs par ses manières. Par exemple, il arrive en classe sans cravate. Il séduit ses élèves à... Alors autant le fait qu'il arrive en classe sans cravate, ça me choquait pas particulièrement. Le fait qu'il séduise ses élèves, j'avoue, je suis quelque peu choqué. Il séduit ses élèves pour lesquels il est un excellent professeur, chaleureux et respectueux et souvent un ami. De là naît sa complicité avec l'adolescence.
Un contact qu'il aimera toujours avoir tout au long de sa vie. Ok, mais c'est un contact juste comme ça, de loin. Genre pas physique. J'espère. Je preach. Il découvre Voyage au bout de la nuit de Céline, une œuvre qui le marquera durablement. Il prend à l'Institut français de Berlin la succession de Raymond Aron, ce qui lui récupère sa place au Havre. Donc est-ce que là il arrive à être dans une place où il est pas prof de province? Là encore c'est un choc. Quand ah non, pardon, c'est pas le fait d'arriver en Allemagne qui le choque, c'est le fait de découvrir Être et Temps. En octobre 34, il reprend son poste au Havre. Il publie L'imagination et la transcendance de l'ego. Il remet le manuscrit à Gallimard, qui le refuse malgré la bonne appréciation de Paulan. On sait pas c'est qui Paulan. La gloire qu'il pensait obtenir depuis l'enfance, ses années au Havre la remettent en cause. Tu m'étonnes. En octobre 36, il obtient sa mutation à l'école normale d'instituteur de Laon, dans l'Aisne, où il enseigna 1 an en classe de terminale. Ok. Donc là, c'est la traversée. En fait, sa traversée des déserts, c'est littéralement juste découvrir la vie normale, quoi. La vie du peuple. L'année suivante, il est muté au lycée Pasteur de Neuilly, où il rencontre Nicolas Sarkozy. Et ensemble, ils écrivent un livre pour défendre les pauvres innocents qui sont allés en prison. Non, il rencontre Robert Merle. Et il commence pour lui une brève phase de notoriété avec la publication dans la Nouvelle Revue Française d'une nouvelle Le Mur. Ok. Gide tient ce recueil pour un chef-d'œuvre. Il reprend ensuite son manuscrit de Mélancolia et accepte le titre définitif La Nausée que lui propose Gallimard. Le livre qui manquera de peu le prix Goncourt est un roman philosophique et quelque peu autobiographique. Cette notoriété naissante est brusquement éclipsée par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Sartre est mobilisé. Ah, il fait la guerre? J'aurais pas misé sur ça. Avant la guerre, Sartre n'a pas de conscience politique. Ah, ça j'aurais misé sur ça. Pacifiste mais sans militer pour la paix, l'antimilitariste Sartre s'assume pourtant la guerre sans hésiter. Ouais, c'est ce qui me semblait. L'expérience de la guerre et de la vie en communauté va lui transformer du tout au tout. Ah, c'est genre le réveil. Donc il n'a pas vraiment de traversée du désert, c'est juste... c'était un petit con qui était contre l'autorité. Il découvre la vraie vie, il se rend compte que la vraie vie, c'est pas juste faire ce qu'on veut. Et là, il découvre aussi toutes les inégalités et tout le monde, quoi. Il est affecté pendant la drôle de guerre à la 70e division. Ok, on s'en fout. Sa fonction lui laisse beaucoup de temps libre qu'il utilise pour écrire énormément, en moyenne 12 heures par jour pendant 9 mois, soit 2000 pages. Ok. Il écrit d'abord pour éviter le contact avec ses compagnons militaires car il supporte en effet assez mal les relations sérieuses et hiérarchiques de l'armée. Il supporte mal les relations sérieuses avec ses collègues. Ça devenait trop sérieux. La drôle de guerre prend fin en 40 et le faux conflit devient bien réel. Sartre est fait prisonnier à Padoue, dans les Vosges, et est transféré dans un camp de détention de 25 000 détenus. Ah oui, en Allemagne, près de Trèves. Son expérience de prisonnier le marque profondément. Elle lui enseigne la solidarité avec les hommes. Et bah écoute, ça se trouve c'est... Mais ça se trouve là on juge Sarkozy, alors qu'en fait il va nous faire un 360 et il va revenir, il va être en mode écoutez, la prison m'a appris que finalement j'étais communiste. Loin de se sentir brimé, il participe à la vie communautaire, il raconte histoire et blagues à ses copains de Chamblay, participe à des matchs de boxe, écrit et met en scène une pièce pour la veillée de Noël. Ah oui, il vit sa meilleure vie. Elle se déroule en Judée au temps de l'occupation romaine et l'on y voit un fonctionnaire romain tenir des propos sévères à l'égard des Juifs. Le caporal Jean-Pierre, compagnon de captivité de Sartre, juge que la pièce est d'inspiration antisémite. Annie Cohen-Soal, biographe de Sartre, se demande si ses propos doivent être mis sur le compte de l'inconscience ou de la maladresse de Sartre. Ok, bon après il était un peu fan de Céline, du coup l'antisémitisme c'est pas non plus un truc qui me surprendrait, mais du coup il n'est pas juif. C'est la question qu'on se posait au début, on a une réponse. Cette vie dans les camps de prisonniers est importante car elle est un tournant de sa vie. Dorénavant, il n'est plus l'individualiste des années 1930, mais se fixe un devoir dans la communauté. Ah. Il est libéré grâce à un faux certificat médical allégeant d'une cécité partielle à l'œil droit. Il est en mode non mais je suis bigleux, regardez. Il doit sa libération à l'intervention de Drieux-La Rochelle, ok. Il est l'ami pendant l'occupation de tout comme Simone de Beauvoir du directeur de l'hebdomadaire culturel Comédia. Qui était un intime de
d'un protecteur allemand des lettres françaises, l'Allemagne finançant largement et influençant la ligne éditoriale de la revue. Eh ben dis donc, est-ce que ça collabore pas un petit peu en scred? De retour à Paris, il aurait fondé avec certains de ses amis, dont Simone de Beauvoir, un mouvement de résistance, socialisme et... La musique m'a un peu déconcentré. Pardon. Socialisme et liberté. Mentionne... Ok, donc il a fait plein de réunions et tout ça. Mais il est toujours libre là ou comment ça se passe? Elle évoque la rédaction et la diffusion de tracts et signe les témoignages de Beauvoir. Ok. En 1943 à Paris. Ah non, on apprend que Sartre, à son retour de camp de prisonnier en 1941, avait essayé de regrouper des intellectuels dans un projet de résistance auquel il aurait en effet donné le nom socialisme et liberté, mais qu'il avait abandonné après quelques mois. Donc il a essayé de résister, mais il n'a pas trop résisté. Et on n'est pas trop sûr. Ok. Il sera d'ailleurs profondément critiqué par Jean Kelevitch qui lui reproche de s'être occupé davantage de l'avancement de sa carrière que de dénoncer ou contrarier l'occupant. Ça a effectivement l'air d'être le cas. En été 1941, il aurait traversé la province à vélo pour tenter en vain d'étendre le mouvement hors de la capitale et de rallier d'autres intellectuels. Après l'arrestation de 2 camarades, le groupe Socialisme et Liberté se serait autodissous. Ok. Nous n'étions pas des résistants qui écrivaient, mais des écrivains qui résistaient. Il a reconnu l'échec de cette tentative. Et effectivement, bah, il a pas trop résisté, quoi. Il a doucement essayé, mais c'était pas non plus de fou. En 1941, il est affecté, il devient prof de Cannes à Condorcet. En remplacement de quelqu'un, sachant que le poste était initialement occupé par Défus Le Foyer, mais il était juif, donc du coup, il a ciao. Donc Sartre a au préalable certifié sur l'honneur qu'il n'était ni franc-maçon ni juif. Ouais. Donc en fait, clairement, il a non seulement il a pas trop résisté, mais il a aussi un peu bénéficié de l'occupation, quoi. Il était en mode ouais, j'essaye de résister et tout ça, mais en vrai, il a pas eu trop de mal à accepter un rôle en disant qu'il n'était pas juif et en jugeant qu'il n'était pas franc-maçon. Donc il y allait doucement. Non. Voilà, bah, il le dit exactement. Qu'il l'ait voulu ou non voulu, objectivement, il profitait des lois raciales de Vichy. Bah, à partir du moment où tu reprends la place d'un mec qui a été viré parce qu'il est juif et toi tu n'as aucun problème à jurer que toi tu n'es pas juif, ouais, effectivement, il n'y a pas de doute. Hello Arcani. En retard, mais I made it. Et bah écoute, je t'avoue qu'on est sur la fin. Enfin, on est sur la fin. Je pense pas que j'en ferai un autre après. Mais on est sur le cas de Sartre. Et avant ça, on a fait Aimé Césaire. Et on a appris énormément de choses sur l'Antille. Et là, en fait, on découvre que Sartre, il a doucement... J'allais dire collaboré, c'est pas exactement ça, mais disons que il a un peu résisté pour la forme. Genre, en gros, il a juste dit j'ai essayé de faire une revue de résistance, mais ça a pas trop marché. Et du coup, il a jamais été arrêté ni rien. Et par contre, il a totalement pris la place d'un mec... d'un prof de Cannes qui s'était fait virer juste parce qu'il était juif, et lui il a eu aucun problème à jurer qu'il était ni franc-maçon ni juif, quoi. Et bon, vu la tête de Sartre, c'est pas le physique qui va le sauver, donc j'ai un peu peur de où il sera classé, parce que bon, au niveau baisitude, ça baisse pas mal, quoi. Ok. Donc là on est en 43, Sartre obtient un rendez-vous avec Daniel Cornet, au cours duquel il demande de l'argent et du matériel de sabotage afin de devenir active et d'exister militairement. Ah, il se réveille, il se dit tiens, finalement, est-ce que je suis pas contre l'occupation? Appel symbolique à résister à l'oppresseur. Ok, il est en train de se rattraper un petit peu. Cette interprétation sera contestée notamment par Gilbert Joseph pour qui l'intention résistante y est absente ou invisible. Ah d'accord, c'est genre il l'a dit après, non mais je vous jure.
Euh, En cette période d'occupation, la pièce n'a pas le retentissement escompté, salle vide, représentation interrompue plus tôt que prévu. Ok. Ok. À compter de 43, Sartre assiste aux réunions du comité national des écrivains et publie à 4 reprises dans les lettres françaises. La même année, il publie Lettres et le néant, ouvrage influencé par les idées du philosophe allemand Heidegger. Ok. Ouais, il approfondit les bases, mais en gros, là, on est quand même en pleine guerre mondiale et il n'est pas ouvertement contre. Et surtout, qu'est-ce que je lis sur la phrase juste après? Il livre 12 émissions pour Radio Vichy. Enfin, je sais pas. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de résistants qui aient parlé à Radio Vichy. Voilà. C'était pas en mode oui, alors on va donner la parole aux résistants. Je pense que c'était pas l'ambiance. Il écrit une pièce de théâtre, Les Autres, qui deviendra Huis clos, qui rencontre un franc succès, notamment auprès des officiers allemands invités à la première représentation. Lottmann observe que l'occupation allemande coïncida pour eux deux, Sartre et Beauvoir, avec leur ascension à la célébrité. Ouais. Ah mais en fait je comprends d'un coup tout. Parce qu'au début on a vu qu'il a refusé tous les prix sauf, attends c'était où? Sauf de devenir docteur honoris causa de l'université hébraïque de Jérusalem en 76. Et j'étais en mode, était-il juif? Et non, il n'était pas juif, mais par contre, il s'est dit, j'étais pas ouf pendant la Deuxième Guerre mondiale, je vais me racheter une conscience. Et là, en remontant, je viens de découvrir promotion de la pédophilie, accusation de détournement de mineurs. Et je suis en mode, putain, ça va être... Ça risque d'être compliqué, les amis. Et... j'ai l'impression qu'on part pas sur une bonne base. On va pas se mentir. Alors, nanana. On en était où? Sartre est recruté. Peu après la libération de Paris, Sartre est recruté par Camus pour le réseau résistant Combat. Oui, donc une fois que Paris est libéré, quoi. Une fois qu'il craint pas trop. Ok. Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande, puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence. Chaque parole devenait précise comme une déclaration de principe, puisque nous étions traqués. Chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement, mais toi tu t'es pas tellement engagé. Ça, si je puis me permettre. Alors. Il devient l'envoyé spécial du Figaro, journal de droite gaulliste, libéral et conservateur, alors qu'il se revendique socialiste. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'il avait pas trop une colonne vertébrale et qu'il se laissait un peu... que si ça pouvait lui être utile... De belles paroles, mais derrière... Ouais, en fait, c'est totalement ça. Il disait, globalement, dans son discours, il était en mode, non, mais moi, je suis pour la liberté. Et après, bon, si je peux récupérer le poste d'un mec qui s'est fait virer parce qu'il était juif, écoute, voilà, quoi. C'est ainsi que commence à il est accueilli comme un héros de la résistance. Ah, mais non. Et c'est ainsi que commence sa renommée mondiale. Mais je suis en train de découvrir que Sartre, c'est juste une giga fraude, en fait. La guerre a donc doublement coupé sa vie en deux. D'abord philosophe de la conscience individuelle, peu concerné par les affaires du monde, Sartre se transforme en intellectuel engagé politiquement, professeur parisien connu dans le monde intellectuel. Il devient après la guerre une sommité internationale. Putain, intellectuel engagé, c'est vite dit, hein. Doucement engagé, hein. Année de gloire. Alors, non, il connaît un succès et une notoriété importante, il va régner sur les lettres françaises. Ok, donc il écrit « La liberté est premier engagement politique ». On est en 45, hein, donc les engagements politiques, ils arrivent un peu tardivement. Ça s'y présente un condensé de sa philosophie, l'existentialisme est un humanisme, ok. Sartre va à l'époque se rapprocher des marxistes qui rejettent une philosophie de la liberté radicale, susceptible d'affaiblir les certitudes indispensables aux militants.
Dans les textes de la conférence, Sartre expose le leitmotiv de l'existentialisme. L'homme ne peut pas refuser sa liberté. La liberté tend au futur. Tout acte de liberté est projet. La réalisation d'un projet individuel modifie la réalisation d'autres projets individuels. Chaque individu est responsable vis-à-vis de son projet individuel et du projet des autres. C'est beaucoup de choses. La liberté est le fondement de toutes les valeurs humaines. L'engagement dans les choix de société rend l'homme un homme à part entière. Beaucoup de mots pour dire... La liberté c'est super, mais si j'ai pas à mouiller et que les autres se battent pour ma liberté, c'est mieux. Vous êtes philosophe, donc anti-marxiste. Oh, le coup dur. Globalement, il voulait être marxiste, mais les communistes lui ont mis un stop. Ils lui ont mis un stop parce que bon, ils étaient pas trop d'accord avec sa philosophie. Et peut-être aussi parce qu'il avait un peu collaboré, non ? Ok, non. Sartre consacre ultérieurement plusieurs textes anti-gaullistes, mais il a vraiment aucune stabilité. Genre, il est parti couvrir pour le Figaro conservateur et gaulliste un événement aux États-Unis, et là il est en mode non, mais en fait, le gaullisme. Mode de l'existentialisme. Les élites intellectuelles veulent maintenant être existentialistes, vivre existentialiste. Ok. On y fait la fête dans des cafés enfumés en écoutant du jazz, ou encore en allant au café-théâtre. Oui, d'accord. Donc c'est un petit peu... On se raconte des choses pour mieux vivre, mais en fait on fait juste partie d'une élite bourgeoise, et voilà quoi. Ah, Sartre met sa plume au service des minorités délaissées, en particulier des juifs français et les noirs. Ah, ça y est, il se rend compte. C'est bien, mieux vaut tard que jamais, tu me diras. Il publie en 45, mais toujours après la guerre, quoi. Après, littéralement la définition de arriver après la bataille. Il l'a fait. Plusieurs articles consultables dans la même édition sur la condition des Noirs aux États-Unis, le racisme et la discrimination dont ils sont victimes. Ça me rend fou parce que du coup on vient de faire Aimé Césaire et il y avait des problèmes de racisme en France, aux Antilles, il y avait encore tous ces problèmes-là, mais lui, il est parti, genre, parler des Noirs aux États-Unis. Pourquoi ? Genre, t'es pas obligé d'aller aussi loin, quoi. C'est vraiment mais c'est toujours un peu ce truc de genre... il s'engage pas vraiment, il s'engage un peu de loin, quoi. Genre, il était en mode, non, mais je suis sûr qu'il était en mode, non, mais si je m'engage pour les Noirs de France... trop compliqué, alors que les Noirs des États-Unis, finalement. En 1946, il publie ses réflexions sur la question juive. Ok, il s'attaque alors à l'antisémitisme en France, c'est bien, c'est le moment. À une période où les juifs qui rentrent des camps sont rapidement délaissés. Les analyses sartriennes mettent en garde contre l'idée d'un racisme ordinaire qui tend à essentialiser les différences pour ensuite en faire la cause des comportements, la cause des maux que l'on subit. En association le sort des Juifs à celui de tous les autres Français, Sartre souligne la responsabilité de chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, de lutter contre le racisme. Non, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est juste que, vu tout ce qu'on a vu avant, on ne peut s'empêcher de froncer les sourcils, quoi. Il écrit Orphée noir dans Situation 3, critique du colonialisme et du racisme à l'aune de la philosophie qu'il avait développée en 1943 dans L'être et le néant. La libération des noirs doit en passer par un moment de négativité qui consiste à assumer une distinction entre noir et blanc, à revendiquer une différence pour mieux exiger l'égalité. Alors, je l'entends dans le sens où il dit oui, les noirs et les blancs n'ont pas les mêmes droits, il faut partir de ça pour réfléchir. Mais s'il l'entend comme on a vu avec Aimé Césaire, où genre Aimé Césaire il était un peu envoyé par la France dans certains endroits où les gens étaient en mode, genre les ministres et tout ça l'envoyaient là-bas et étaient un peu en mode vous avez vu ce que la France a réussi à faire avec un noir, genre on l'a éduqué et tout, franchement pas bravo à nous, quoi. Et j'espère que c'est pas dans ce sens là qu'il le dit, quoi, en mode bon on est différents mais finalement. Les écrits de Sartre inquiètent le FBI qui le surveille dès 1945 et 1946 jusqu'aux années 70, alors jusqu'à lui voler des carnets de brouillon. Putain mais le FBI le FBI était inquiété par Sartre. Et bah putain,
J'aurais pas misé sur ça. Hein. C'était pas dans mon bingo de la vie de Sartre. Et là, tu bosses chez le FBI, on te dit est-ce que tu peux aller voler les cahiers de brouillon de Sartre, s'il te plaît? Mais oui, en plus, le fait que c'est le cahier de brouillon, genre, ça me... Genre, il écrivait toutes ses idées un peu nulles dedans, quoi. Il y a des gribouillis, t'es là, t'es au FBI, t'es en mode... Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire par le pipi, c'est caca? Sûrement un appel à la révolte marxiste. Pendant ce temps, Sartre va affirmer son engagement politique en éclairant sa position au travers de ses articles Les Temps modernes. Ah, il fait bien d'éclairer parce que jusqu'à présent c'était pas très clair. Il épouse, comme beaucoup d'intellectuels de son époque, la cause de la révolution marxiste, mais sans pour autant donner ses faveurs au parti communiste, aux ordres d'une URSS qui ne peut satisfaire l'exigence de liberté. Ça c'est pas mal, même si, bon, encore une fois, il se mouille jamais trop. Au moins, il n'est pas dans la logique de certains d'être en mode bon, ok, le stalinisme, c'est mal, mais est-ce que c'est vraiment mal? Simone de Beauvoir, Sartre et ses amis continuent donc à chercher une troisième voie, celle du double revue du capitalisme et du stalinisme. Bah, la troisième voie, c'est juste le communisme, hein, littéralement. C'est-à-dire que tu refuses le capitalisme et le stalinisme, tu refuses pas le communisme. Hein. Il soutient Richard Wright, un écrivain noir américain, ancien membre du Parti communiste américain, ok, et proposition contre la guerre d'Indochine, waouh, s'attaque au gaullisme, critique l'impérialisme américain, sachant qu'il se redit aux États-Unis en 1945 comme journaliste du Figaro pour populariser ses théories. Non mais là on revient en arrière. Une fois de retour en France, il ira jusqu'à affirmer dans cette même revue que tout anticommuniste est un chien. Waouh. Eh, petit 360. Alors, il participe à la fondation d'un nouveau parti politique, le Rassemblement démocratique révolutionnaire. Ok, mais malgré le succès de quelques manifestations, le RDR n'atteindra jamais un effectif suffisant pour devenir un véritable parti. Sartre donne sa démission en octobre 1949. Aaron, qui a pour sa part rejoint le RPF gaulliste, juge le nom du RDR oxymorique, estimant que la révolution souhaitée par Sartre ne peut pas être démocratique. C'est vrai que c'est un peu pas logique une révolution démocratique, mais je comprends l'idée. Je ne peux pas le juger pour ça. Tentation communiste, incroyable comme nom de parti. Il apporte un soutien critique au PCF, ok. La poursuite de la guerre d'Indochine forme un ensemble qui justifie pour Sartre le fait de... En gros, comme il s'oppose à la guerre d'Indochine et au fait que les gens du communisme, enfin les personnes qui sont membres du parti communiste sont des cibles, il les rejoint sur certains aspects. Il veut soutenir le PCF contre la flicaillerie d'un régime moribond. Ah, la flicaillerie d'un régime moribond. Ah, il pourrait pas dire ça aujourd'hui, hein. Nos flics ont du talent aujourd'hui. Ok. Donc il est contre la guerre d'Indochine. Est-ce que... Attends, on est en combien? On est en 56. Il n'y a rien eu sur la guerre d'Algérie? La Casablanca qui ont suivi la grève. Donc attends. Il est contre le colonial, donc contre la guerre d'Indochine. Il a l'air d'être aussi contre les trucs en Tunisie et contre... Bon, Casablanca c'était pas vraiment une colonie, le Maroc c'était un protectorat, mais oui. Au moins c'est bien, il tient enfin sa ligne. Ce virage de Sartre, mais c'est plus qu'un virage, est en partie motivé par la répression policière et juridique dont le PCF est la cible. Inquiet, en colère, il estime à ce moment-là que si la classe ouvrière veut se détacher du PCF, elle ne dispose que d'un moyen, tomber en poussière. Il n'adhère pas au PCF et participe surtout à la mouvance. Il prend la présidence de l'association France-URSS, il soutient les communistes au Conseil mondial de la paix. Mais c'est fou qu'ils deviennent... Enfin, qu'ils se mettent à soutenir l'URSS en 52, alors qu'ils la soutenaient pas en 48 ou je sais pas quoi là, à cause du stalinisme. Genre finalement, why not? D'autres philosophes surpris par ce virage, mais en fait on est surpris par ce virage si on n'a pas vu toute sa biographie. Mais maintenant quand on lit toute sa biographie logiquement, genre on se rend compte que il a pas de... il a pas de race. Mais bon, il est pas très solide sur ses appuis, quoi. On lui reproche son silence sur les camps en URSS et sur l'éviction de PCF de Marty et Charles
interprétation. Ça va vraiment dans tous les sens. Mais non, mais c'est juste qu'il se tient pas, quoi. Il a vaguement des idées, mais dès qu'il se passe un truc, il change d'idée, quoi. Il se tient pas. Les citoyens soviétiques possèdent à mon avis une entière liberté de critique, mais il s'agit d'une critique qui ne porte pas sur les hommes mais sur des mesures. Ah oui, donc il en est arrivé à « je défends l'URSS ». C'est fou. Ce virage sépare en particulier Sartre et Camus, très proches auparavant. Bah oui, mais on a vu Camus la semaine dernière, enfin mardi dernier, et Camus, lui il a tenu, quoi. C'est-à-dire que jusqu'au bout il a dit non mais je ne veux pas être stalinien, je suis pour le communisme, mais il faut pas déconner. Pour Camus, l'idéologie marxiste ne doit pas prévaloir sur le crime stalinien, alors que pour Sartre, on ne doit pas utiliser ces faits comme prétexte à l'abandon de l'engagement révolutionnaire. Sartre, il avait fait un 360. Bon, il va quand même changer d'avis quand les chars soviétiques écrasent l'insurrection à Budapest. Après avoir signé une pétition d'intellectuels de gauche et de communistes contestataires, il se démarque de manière radicale du parti. Enfin, malgré 11 voyages en URSS, ah oui, il n'écrit pas une ligne sur le sujet, restant aveugle à l'étouffement des peuples en terre soviétique. Ses pièces sont jouées en URSS et surveillées politiquement, mais avec plus de jeux dans les rouages que pour les essais. Ok. Donc ok. Structuralisme, Flaubert et prix Nobel refusé, bon. Il refuse le prix Nobel. 2 jours plus tard, il explique aucun homme ne mérite d'être consacré de son vivant. C'est vrai que si on avait attendu que tu sois mort, peut-être qu'on aurait regardé plus ton œuvre dans sa totalité, que tu n'aurais pas reçu de prix Nobel. Il avait refusé la Légion d'honneur, nanana. Ok. Année d'engagement. Si Sartre a pris ses distances avec le Parti communiste, bon ok, il est contre la guerre d'Indochine. Il est contre la guerre d'Algérie. Et il est pour une indépendance du peuple algérien. Il s'élève contre la torture, revendique la liberté pour les peuples, décide de leur sort, analyse la violence comme une gangrène produit du colonialisme. Donc clairement il nous fait un petit finalement c'est pas mal la liberté. Et il va jusqu'à écrire: il faut tuer, abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre, le survivant. Ah oui, il était là quand même. Mais c'est fou. Mais ouais, c'est vraiment, il fait des 360 en permanence. Mais d'accord. Ses prises de position ne sont pas sans danger. Son appartement sera plastiqué 2 fois. Ça veut dire explosé. Je sais pas pourquoi on dit plastiqué. Il doit y avoir une explication. Par l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, donc pour l'Algérie française. Et les temps modernes saisis 5 fois. Il soutient également la cause de Néo Destour en Tunisie et de l'Istiklal au Maroc, tous deux indépendantistes. Et ben, d'un coup, il était en mode finalement j'accepte de prendre des risques. Waouh, attends, qu'est-ce qu'il dit eux-mêmes? Donc, comme disait Marc, attends. Le colonialisme refuse les droits de l'homme à des hommes qu'il a soumis par la violence, qu'il maintient de force dans la misère et l'ignorance, donc comme disait Marx, en état de sous-humanité. Dans les faits eux-mêmes, dans les institutions, dans la nature des échanges et de la production, le racisme est inscrit. Et il avait cette logique que le racisme, c'était pas juste. Mais oui, je suis d'accord qu'il a il a un style d'écriture, par contre, c'est là, quoi. Ça, oui. Ça, on est d'accord. Genre, il balance des bangers. Mais bon, ce qui me fait peur, c'est qu'il a quand même fait 12 émissions pour Radio Vichy. Et est-ce qu'il a pas balancé un peu des bangers inversés sur Radio Vichy, quoi? Parce qu'il savait déjà écrire. Alors, il soutient activement la révolution cubaine, comme un grand nombre d'intellectuels, nanana. Il rompt avec le gouvernement cubain à cause de l'affaire Padilla lorsque le poète cubain Padilla est emprisonné pour avoir critiqué le régime castriste. Il dira de Fidel Castro: il m'a plu, c'est assez rare, il m'a beaucoup plu. Face à la répression des homosexuels, notamment avec la mise en place des unités militaires d'aide à la production,
Sartre déclare que les homosexuels sont les juifs de Cuba. Ok, donc il défend aussi les homosexuels. Pas mal. Franchement, il a mal commencé, mais il tourne de mieux en mieux avec le temps, ce qui est un peu comme, j'allais dire ce qui est rare, mais en fait non, c'est un peu comme Victor Hugo. Alors, Sartre qui a déjà publié le tome 1. Attends, on est en mai 68. Nanana. Qu'est-ce qu'il pense de mai 68 ? Il condamne les Américains au Vietnam. S'il n'a pas été l'inspirateur des événements de mai 68, il se fera l'écho de la révolte dans les rues, sur les estrades, dans les journaux. La solidarité que nous affirmons ici avec le mouvement étudiant dans le monde est d'abord une réponse aux mensonges par lesquels toutes les institutions et les formations politiques, à peu d'exceptions près, et tous les organes de presse et de communication, presque sans exception, cherchent depuis des mois à altérer ce mouvement, à en pervertir le sens, ou même à tenter de le rendre dérisoire. C'est littéralement, si demain il y avait une rébellion étudiante, il pourrait publier à peu près la même chose. Et c'est un bon cœur. Pour mieux comprendre la révolution estudiantine, il demande à rencontrer les Nantériens, nanana. Il gardera en mémoire l'humilité de Sartre, vérifiant qu'il comprend bien. Eh ben dis donc, il y a eu des changements. Nanana. Il rencontre Cohn-Bendit, qui du coup est un des instigateurs. À 63 ans, il sera à la Sorbonne, investi par les étudiants afin de discuter avec eux. Il dénonce ensuite les élections pièges à con de Gaulle. Et il condamne fermement l'intervention soviétique contre le printemps de Prague en Tchécoslovaquie. Non mais là, ça y est, il commence à devenir un peu le GOAT dans tous les domaines. Guerre du Vietnam, rapport CIA, assassinat de JFK. La CIA affirme que dans les années 1960, Sartre, Simone de Beauvoir et Catherine Deneuve auraient financé un réseau d'activistes qui aidait les déserteurs de la guerre du Vietnam. Ok. Et bah, good for him. Le secours rouge de l'extrême gauche. Sartre soutiendra ensuite le combat des maoïstes français face aux tribunaux et à la police, plus que le mouvement de Mao en général. Ok, donc ça se tient. Genre et c'est plutôt pas mal parce qu'effectivement depuis 2 ans il n'a plus rencontré les gauchistes. Le terme gauchiste me fait trop rire. Mais c'est à cause d'aujourd'hui, à l'époque c'était juste des gens de gauche quoi, mais bon. Ok, la cause du peuple, il accepte d'écrire dans des journaux maoïstes. Ok. Conflit israélo-palestinien, tiens bon. Sartre va s'occuper, alors qu'il arrive à la fin de sa vie, du conflit israélo-palestinien. Eh ben, il s'en est bien occupé. Tout en reconnaissant la légitimité de l'État d'Israël, il dénonce les conditions de vie déplorables des Palestiniens qui expliqueraient, selon lui, le recours au terrorisme. En 1976, il accepte le seul titre honorifique de la carrière, celui de docteur honoris causa de l'université de Jérusalem, qui lui est remis à l'ambassade d'Israël à Paris par le philosophe Emmanuel Lévinas. Il accepte ce titre pour des raisons politiques afin de créer une liaison entre le peuple palestinien que je soutiens et Israël dont je suis l'ami. Il a essayé. Il a essayé en 76, hein, mais on voit le résultat aujourd'hui. Hein. Moi, je pense que c'est sa faute finalement. Le conflit israélo-palestinien. À 65 ans, le 18 mai 71, il est victime d'une attaque cérébrale qui le laisse très affaibli. Ok, il rentre dans ses années d'ombre. Il est alors contraint de décider librement que son œuvre est achevée, d'accord, et qu'il ne finira donc jamais de son 25 de son Flaubert, ok. D'accord, engagement jusqu'au bout, il s'engage jusqu'à la fin, dans à peu près tout le monde. Au comité de soutien à l'ayatollah Khomeini, opposant principal au régime impérial du Shah. Ouais, globalement, ça se tient. Ok, le scandale de l'espoir maintenant. Putain, mais c'est tellement long. C'est quoi l'espoir maintenant? Entre 78 et 80, Benny Lévy, qui est donc son aide, fait découvrir à Sartre l'œuvre d'Emmanuel Lévinas. L'espoir maintenant provoque un scandale. Benny Lévy est accusé par l'entourage de Sartre d'avoir abusé de son état de faiblesse pour lui imposer sa pensée. Il parle d'un détournement de Weihart, dont semble différente la parole de Sartre dans ses entretiens.
Ok, mais qu'est-ce qu'il dit dans ces entretiens? Un petit chef de guerre fanatique, un chef égyptien devenu réacteur. Attends, mais il dit quoi? L'espoir maintenant. Genre là, on a que le truc. Il n'y a pas de déploiement. Mais c'est terrible. On nous explique pas ce que c'est. C'est quoi? L'espoir maintenant. Genre pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans l'espoir maintenant, quoi? L'espoir maintenant. Je veux un résumé, pitié, m'obligez pas à tout lire. Qui scandalisèrent tant par leur contenu que par leur ton. Sartre tente de repenser le commencement. Ne faudrait-il pas dessiner dès l'origine dans le projet propre de la conscience une tension vers la fin que l'échec, le tragique ne serait annulé et lui permet de dialoguer avec le juif réel. Je comprends pas ce qui... Ça a l'air de parler de judéité manifestement, donc je suppose que peut-être c'est un truc pro-israélien ou quoi que ce soit, mais genre on comprend même pas quoi. Ok, bon, décès, il meurt. Allez hop. Et non, Père Lachaise. Ok. Être et être en soi, l'existence précède l'essence. Bon, ça on le fait, ça on l'a vu. Critique. Certains philosophes défendent l'idée de la pensée de Sartre, écrit sur les arts et les artistes. Ah, c'est ça que je voulais dire. Promotion de la pédophilie et accusation des détournements de mineurs. Ah putain, il a signé le truc de Masneff là. Demandant la relaxe de 3 hommes accusés d'attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans. À la suite de ce procès, il est co-signataire d'une lettre ouverte à la commission de révision du code pénal exigeant que soient abrogés ou profondément modifiés les articles de loi concernant le détournement de mineurs dans le sens d'une reconnaissance du droit de l'enfant et de l'adolescent à entretenir des relations avec les personnes de son choix. 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit. Ce mouvement pro-pédophile, pro-pédocriminel, est alors soutenu par de nombreux intellectuels, tels Simone de Beauvoir. Est-ce que tu comprends rien sur l'affaire des mots là, du truc d'avant, ou sur l'affaire de la pédophilie? Putain oui, c'est totalement ce même là. Mais c'est un peu comme Voltaire dans une certaine mesure. Ouais, le truc d'avant, je sais pas, c'est pas clair, et en plus j'ai l'impression que les gens ont pas envie que ça soit clair, quoi. Mais oui, c'est... Mais après, en fait, c'est le même It's over, we're so back, mais c'est genre, ça a commencé par It's over, il y a eu We're so back, et on est reparti à c'est It's over. Genre, il y a eu une montagne et ensuite une rechute derrière. Comme un abus d'enfant. Ah oui, mais en plus de ça, tu n'étais pas là, mais il y a eu ce truc, attends. Je vais le retrouver. Là, il devient professeur, il choque quelque peu les parents et les professeurs par ses manières comme arriver en classe sans cravate, ou il séduit ses élèves pour lesquels il est un excellent professeur, chaleureux, respectueux et souvent un ami. De là naît sa complicité avec l'adolescence, un contact qu'il aimera toujours avoir tout au long de sa vie. Et j'étais en mode... Comment ça, mon ref? C'est-à-dire, quel contact avec l'adolescence? Genre, on garde une distance de sécurité quand même, quoi. I hope. I prayed. Dans Mémoire d'une jeune fille dérangée, Bianca Lambla relate son admiration pour Simone de Beauvoir, qui était sa professeure alors qu'elle avait 16 ans. Cette dernière la poussera vers Jean-Paul Sartre. L'écrivaine raconte que Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeunes filles une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refuler. Ou faut-il plutôt, plus grossièrement encore, dire de la rabattre sur Sartre? Ok. Et on finit sur ça. Bah Sartre... Ah non, il faut quand même... Il faut quand même faire le dernier point. Le physique. Le physique de Jean-Paul Sartre. Je crains que ça joue pas trop en sa faveur. Après, je suis peut-être injuste avec lui. Mais voilà quoi, c'est pas... C'est pas Camus quoi. Bon, quand il était un peu gamin, ça allait un peu mieux, mais
mais bon. Ok. Voilà. Je veux dire, quand on voit les gens qui sont dans top niveau physique, il ne peut pas prétendre à ça, quoi. Alors, bon, top c'est impossible, bien c'est pas possible. Éclaté, je sais pas, surcoté ça serait peut-être un peu dur. Pour moi ça se joue entre c'est pas mal et mouais, genre soit le dernier de c'est pas mal, soit à peu près dans mouais quoi. Genre le fait est que il a quand même des positions assez banger sur plein de choses, il a défendu mai 68 et tout ça et tout. Non mais attends, il a pris la place d'un juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a promu la pédophilie. Il s'est engagé globalement quand il avait plus rien à perdre. Non, c'est minimum dans moi en fait. C'est... On peut pas le mettre au-dessus quoi. C'est... Et je pense que c'est même pas le premier de moi. Hein. Je pense qu'il est après genre Jules Verne quoi. C'est coup dur. Mais après, il a vraiment des takes de fou. Non, c'est vrai qu'il a un style d'écriture qui est quand même là. Mais il l'a écrit pour Radio Vichy. Non, c'est vraiment... Attends, où est-ce que j'ai mis Voltaire ? Je l'ai mis là. Je l'ai mis là alors qu'il était un peu éclataxe. Mais il avait plus de contexte, genre... C'est-à-dire qu'il avait des positions un peu problématiques, mais c'est-à-dire qu'on était en 1700 je sais pas combien, là on est en 1945, c'est pas la même ambiance quoi. C'est genre, je défends Cuba, mais... Enfin, je défends les homosexuels à Cuba, mais... Je viole des gamins. J'appelle les Algériens à tuer les Européens pour libérer leur peuple, parce que ça fait d'une pierre deux coups. Et d'un autre côté, j'écris pour Radio Vichy. Je pense que je vais le mettre juste avant. Je crois que ça c'est Jules Verne et que Jules Verne il avait vraiment des positions féministes catastrophiques. Elle est où Colette ? Ah, elle est là. Ah, Colette c'était quelque chose aussi. Hein. Colette, je m'en remets pas. Bah autant tu vois, Colette et Sartre, ils ont un peu la même ambiance de on collabore pendant la Seconde Guerre mondiale, mais discretos quoi, pas non plus. Bon, après, Colette, elle a quand même dit oui, mais les femmes, elles peuvent pas être ministres ou whatever parce que bon, elles ont leur ragnagna quoi. Elle l'a pas dit comme ça, mais franchement, elle serait née aujourd'hui, elle l'aurait dit comme ça. Bon, Sartre, ça va aller là. Ça va aller là. Ah mais attends. C'est qui lui ? Non mais je pense qu'il a une bonne vibe. Elle a fait une Bouipo. J'ai pas la ref. Qu'est-ce qu'il a fait Bouipo ? Bouipo. Il est suspendu. Ah what ? Ah putain mais c'est hyper récent. Suspendu par son club pour propos sexistes. Oh mec, qu'est-ce qu'il a dit ? Putain. Il a littéralement dit ça quoi. Mais en plus c'est fou de dire ça quand t'es un homme qui joue à League of Legends et genre que tu vois les hommes qui jouent à League of Legends et qui pètent des câbles alors que I guess ils n'ont pas de cycle. Genre c'est fou de dire ça, c'est fou de dire que c'est à cause de leurs règles que les femmes elles perdent leur calme alors que t'es un joueur pro de LoL et que tu as vu des joueurs pro de LoL. c'est une dinguerie. Eh bien oui, elle a fait une Bouipo, ou Bouipo a fait une Colette. On est là. Donc ok. En vrai on arrive bientôt sur la fin.